Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'En Direct. Dans ce nouveau podcast, nous vous proposons d'écouter l'interview d'Alexandra Blanchin, directrice générale de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Elle évoque avec nous le 50e anniversaire de ce mouvement et la sortie du livre « Le chien guide, la prunelle de mes yeux ». Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc, je suis directrice générale de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, donc la FFAC. Moi, en fait, ça fait très longtemps que je suis dans le secteur associatif, plus d'une vingtaine d'années. Je suis passée par des très grandes associations comme la Croix-Rouge et des plus petites. Avant, en fait, de rejoindre la FFAC il y a 1 an et demi, j'ai dirigé pendant 8 ans une fédération nationale, donc un peu les mêmes missions que ce que mène aujourd'hui la FFAC, Oui. dans un secteur totalement différent et avec des enjeux totalement différents. J'étais dans le domaine du soutien à la parentalité. Néanmoins, il y a quand même un petit lien parce que éduquer des enfants et éduquer des chiens, il y a quelques Oui, c'est vrai. qui peuvent se retrouver. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles ? La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, c'est donc une tête de réseau national qui regroupe un ensemble d'associations. Alors, principalement, le noyau dur, ce sont des écoles de chiens guides, c'est-à-dire les associations qui forment les chiens guides pour les remettre à des personnes aveugles ou malvoyantes. On a 10 associations qui sont implantées sur tout le territoire et chacune de ces associations a un ou plusieurs centres d'éducation. Donc au total, sur toute la France, on a 17 centres d'éducation. En plus de ces associations régionales, on a une fondation, qui est la Fondation Frédéric Gaillan, qui a une spécificité, c'est qu'elle rayonne au plan national, voire européen, et elle remet des chiens guides à des enfants, donc à des mineurs de 12 à 18 ans. Ensuite, au sein de notre mouvement, on a aussi des centres d'élevage, en fait, les chiens guides que nous remettons aux personnes aveugles et malvoyantes sont majoritairement, très majoritairement, des chiens issus de nos propres élevages, ce qui nous permet de les sélectionner, que ce soit au niveau de la génétique, au niveau aussi du comportement, faire en sorte en fait qu'un maximum de ces chiens qui naissent puissent être chiens guides d'aveugles. Et on a aussi au sein de notre mouvement une association qui représente les maîtres de chiens guides, qui s'appelle l'ANM Chien Guide. Et donc la fédération a fête ses 50 ans cette année. Donc c'est une année un peu particulière, sachant que les premières associations de notre mouvement ont un peu plus de 70 ans et que les dernières associations ont été créées il y a une dizaine d'années. Est-ce que c'est à l'occasion des 50 ans que le livre a été édité ? Exactement. C'est pour marquer justement cet anniversaire que le livre a été conçu. On en avait déjà fait un pour les 40 ans. C'était un ouvrage qui était plutôt, je dirais, à vocation interne. Là, pour les 50 ans, vraiment, le point essentiel de cet ouvrage, c'est que c'est un livre grand public. C'est la raison pour laquelle on s'est associé à un éditeur afin de permettre que ce livre soit présent en fait dans les librairies, sur les différents sites marchands, sur les sites internet. Voilà, l'objectif étant vraiment que ce livre soit accessible et puisse donner un maximum d'informations, puisse quelque part vulgariser ce qu'est l'univers du chien guide auprès du grand public. D'accord, donc le titre c'est « Le chien guide, la prunelle de mes yeux ». Que représente cet ouvrage pour vous et pour la FFAC ? Pour nous, c'est un vecteur de communication vraiment très important. Ça permet, à travers un ouvrage, d'expliquer vis-à-vis du grand public ce qu'est la déficience visuelle, ce que sont les apports d'un chien guide. Ça permet vraiment, cet ouvrage, il fait plus d'une centaine de pages. Il aborde un ensemble d'items, comment on fait une demande pour avoir un chien guide, comment sont formés les chiens guides, qui forment les chiens guides et comment ils sont formés à cette formation. Un maillon essentiel aussi de notre chaîne de solidarité, ce sont les familles d'accueil. Donc il y a un chapitre qui leur est consacré. Voilà, c'est vraiment ça permet de retracer le parcours de ces chiens d'exception et de mettre en lumière à travers des témoignages et des photos qui ont été faits par un photographe, donc qui sont vraiment de très belles photos. Ça permet de mettre en lumière en fait tous les maillons de cette chaîne de solidarité et des personnes qui notamment, par leur engagement, marquent le mouvement des chiens guides. Et alors, quelles sont vos attentes par rapport à cet ouvrage, par rapport au grand public, par rapport aussi, j'imagine, aux bénéficiaires potentiels ? Nos attentes vis-à-vis de cet ouvrage,
plus cet ouvrage sera diffusé et vendu, meilleur la connaissance sera autour de la déficience visuelle. C'est vrai que souvent, dans l'univers du handicap, la déficience visuelle, c'est quand même pas forcément le handicap que le grand public connaît le mieux, parce que finalement, ça représente beaucoup moins de personnes que certains autres handicaps. Et par exemple, le retour qu'on a souvent, c'est que, y compris dans les personnes qui pourraient bénéficier d'un chien guide, elles ne savent pas qu'elles peuvent en bénéficier. Parce que les chiens guides, c'est pour les personnes aveugles et ou malvoyantes. Et bien souvent, des personnes malvoyantes ne savent pas qu'elles peuvent faire une demande de chien guide. Par exemple, voilà, si ça peut permettre à des personnes qui ne savent pas comment faire une demande, ou si elles pourraient faire une demande, que ce soit la personne directement, son entourage, sa famille, son milieu professionnel, voilà, c'est un premier point. Ensuite, dans cet ouvrage aussi, on fait part des combats que la Fédération et toutes les associations ont menés autour des questions de libre accès. Donc les chiens, en fait, aujourd'hui, sont autorisés dans tous les lieux ouverts au public, c'est-à-dire dans les supermarchés, c'est-à-dire dans un taxi, c'est-à-dire dans un train ou dans un avion. Alors, il y a encore quelques refus d'accès, hein. Même si nul n'est censé ignorer la loi, malheureusement, il y a de temps en temps des besoins de faire un peu de pédagogie, mais il y a encore beaucoup de combats à mener. Et c'est aussi un moyen d'ouvrir vers les perspectives futures. On a beaucoup travaillé sur le fait de permettre l'accès des personnes déficientes visuelles accompagnées d'un chien guide dans un certain nombre d'endroits, les théâtres, les cinémas aussi, hein, parler des lieux de loisirs. Mais par exemple, si le site internet qui permet de faire une réservation pour aller au cinéma ou au théâtre n'est pas accessible, c'est bien d'avoir un chien guide, mais ça vous permettra malheureusement pas d'aller au théâtre. Pareil pour ce qui est des vacances. On met aussi en avant d'autres combats. On a, en dehors de la sortie de notre livre, cette année des 50 ans nous a permis vraiment de pouvoir faire le point sur tous les combats qui ont été menés par les associations du mouvement et la fédération, et sur les combats qui restent à mener. C'est vrai que les questions autour du numérique sont un point important. Un autre point aussi important, ce sont les questions autour de l'emploi. Je vous disais que la déficience visuelle, dans l'univers du handicap, ça représente peut-être pas effectivement une part importante. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans le domaine de l'emploi, une personne déficiente visuelle sur deux en âge de travailler n'a pas d'emploi. Et là, c'est vraiment le taux le plus élevé qu'on ait au niveau du handicap. Ça, c'est vraiment alors que, par exemple, avec un chien guide, les déplacements sont facilités. Les personnes qui ont un chien guide, tout de suite, ont une plus grande autonomie, peuvent plus facilement se rendre sur leur lieu de travail, voire aussi faire des déplacements. Et ça, c'est vraiment un point aussi qu'il est important de pouvoir signaler. Et le dernier point, c'est la question des transports, puisqu'aujourd'hui, notre pays, malheureusement, n'a pas encore l'ensemble de son réseau de transport vocalisé. Et pour une personne déficiente visuelle, c'est très compliqué, du coup, de pouvoir se déplacer s'il n'y a pas d'annonce sonore qui annonce l'arrivée du bus, du train, du métro, et qui annonce les stations également. Voilà, donc le livre est un prétexte à pouvoir communiquer. D'autres actions sont prétextes à communiquer. L'important, justement, c'est de pouvoir avoir différents leviers qu'on peut actionner et qui vont toucher différentes cibles. Le livre est vraiment, c'est un ouvrage dont on est très fier, qui nous a pris beaucoup de temps, parce que rédiger un livre, contacter un ensemble d'acteurs, le relire de telle sorte que tout le langage qu'on utilise soit un langage qui soit compris par tout le monde. Il y a aussi des très belles iconographies pour rendre un peu plus clair des schémas ont été faits, par exemple sur la demande, pour expliquer en fait de façon visuelle comment se passe une demande de chien guide, ou quel est le parcours du chien guide de sa naissance à sa retraite. Voilà, il y a un travail vraiment très important qui a été mené par toutes les équipes pour que ce livre soit une réussite. Toutes les photos, toutes les personnes qui sont prises en photo ou les dessins qui ont été faits, ce sont des gens qui sont dans notre mouvement. Donc c'est aussi une façon de valoriser et d'illustrer, de rendre concret ce qu'est notre univers, aux yeux de tous. Ce livre, comment on peut se le procurer ? Alors donc ce livre, il est disponible en librairie. Si votre libraire ne l'a pas, il suffit tout simplement de le commander. Il a un circuit, c'est l'avantage d'être associé à un éditeur connu, Nestlé de Chaux, qui
donc un circuit de diffusion assez large. Ce livre est également dans les sites marchands classiques sur lesquels vous pouvez acheter des livres. Et la FFAC en a également fait une version audio et une version PDF accessible pour les personnes déficientes visuelles et pour les autres handicaps. Et je voudrais revenir un petit peu plus en détail sur les chiens guides. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du chien guide et nous citer quelques avantages qu'il apporte à son maître ? Alors le chien guide, en fait, c'est un formidable outil d'autonomie, de mobilité. Avec une canne blanche, vous pouvez vous déplacer dans un certain nombre d'endroits, mais le chien guide, en fait, va sécuriser vos déplacements, puisque le chien guide va prendre en charge votre sécurité. Il va vous permettre d'éviter des obstacles, il va vous permettre de vous déplacer de façon plus fluide. On a très souvent des témoignages de personnes qui se déplaçaient avec une canne, qui se déplacent désormais avec un chien guide, et ces personnes nous disent qu'il n'y a vraiment pas photo entre se déplacer avec une canne et se déplacer avec un chien guide. Il y a beaucoup de personnes qui n'osaient plus sortir. Je parle des personnes qui malheureusement perdent la vue. Oui. Pas les personnes qui sont aveugles de naissance, mais voilà, quand les personnes ont leur vue qui baisse progressivement jusqu'à la perdre totalement, malheureusement, il y a des personnes qui restent enfermées chez elles parce qu'elles n'osent plus sortir de chez elles de peur de se faire renverser, de tomber, et le chien guide les rassure énormément à ce niveau-là, puisque c'est les yeux de la personne déficiente visuelle. Et en dehors de cet aspect de mobilité, d'autonomie retrouvée, le chien guide, c'est un formidable vecteur d'inclusion sociale. Quand vous vous baladez avec un chien guide, les gens s'arrêtent, les gens vous parlent, les gens vous posent des questions. Oui. Alors que malheureusement, le handicap autrement peut faire peur. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le handicap et ces personnes se retrouvent isolées. Le chien, je peux d'autant plus vous l'assurer que je suis, moi, en fait, également famille d'accueil. Donc j'ai avec moi en permanence un chien que j'ai eu à la sortie de la maternité et qui rentrera à l'école à 1 an. Dès que je le sors, les gens, je prends le métro, je peux pas faire 2 stations de métro sans que quelqu'un me pose des questions. Ah oui. C'est vraiment, les gens sont très curieux. Et c'est vrai que ces chiens, ce sont des labradors, ce sont des golden, ce sont des croisés labrador golden, ce sont des chiens aimés du grand public. Ah oui. Voilà, Et du coup, quand ils vous abordent, c'est déjà une forme de sensibilisation, du coup, quand vous répondez à leurs questions. Je suis ambassadrice tous les jours Ouais. de la cause des chiens guides et des maîtres de chiens guides. Et voilà, je prends plaisir à pouvoir expliquer que Chapi, parce qu'il s'appelle Chapi, le chien guide qui est, le chien en éducation qui est avec nous en ce moment. Ce que Chapi fait en ce moment, parce que donc là, moi je suis famille d'accueil, donc on a à peu près 600 familles d'accueil en France qui peuvent donc des chiens en devenir. Donc ces familles d'accueil, on leur en demande beaucoup et justement on les met bien en lumière dans ce livre et je tiens en même temps à en profiter pour les remercier pour leur engagement, parce que ce sont des personnes qui font ça bénévolement, qui accueillent un chien bénévolement chez elles. Ça prend beaucoup de temps quand vous avez un jeune chiot à la maison. La propreté au début c'est un peu galère, faut le sortir 10 fois par jour. Un jeune chiot, c'est comme un jeune enfant, il a besoin d'attention, donc il faut s'en occuper beaucoup. Il faut lui apprendre les bonnes manières, à pas faire de bêtises, à se tenir bien en laisse, à faire ses besoins au caniveau. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Sans cela, en fait, ce qui permet que des chiens, quand ils rentrent en éducation, là, ils sont formés par des personnes dont c'est le métier. Ils sont à l'âge d'1 an, ils rentrent à l'école. Et là, ils sont pris en main par des moniteurs et des éducateurs. Les moniteurs sont les professionnels qui forment les chiens guides. Pendant environ 8 à 10 mois, le chien guide, tous les jours, va être formé par son moniteur. Et les éducateurs sont les personnes qui sont formées pour remettre les chiens guides à des personnes déficientes visuelles. Si on devait résumer les grandes étapes du processus de formation et d'attribution d'un chien guide, donc au départ, la remise à une famille d'accueil, ensuite l'école. Alors, d'abord, ils naissent dans notre centre d'élevage. Oui. Donc on a des chiens qui sont reproducteurs et reproductrices, qui
des chiennes chez nous, voilà, c'est pas comme un élevage. Il y a un nombre très limité de mises bas. Autrement, elles sont en famille d'accueil, en famille d'élevage. Voilà, elles sont chouchoutées et vraiment très bien traitées. Ensuite, donc les jeunes chiens à 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois quittent leur maman. Ils rejoignent les centres d'éducation et là, ils sont remis à une famille d'accueil. Entre les 3 mois et les 1 an du jeune chien, les familles d'accueil sont suivies et doivent régulièrement venir à l'école pour être accompagnées dans l'éducation de ces jeunes chiens. À 1 an, ils rentrent à l'école et généralement, entre 18 mois et 24 mois, ils sont remis à une personne déficiente visuelle. Pendant 8 à 10 ans, le chien va être aux côtés de la personne déficiente visuelle. À partir de 8 ans, il y a des examens de santé tous les ans pour vérifier l'état de santé du chien guide, parce que ce sont des chiens de travail, donc ils sont plus sollicités qu'un animal domestique. Donc voilà, il y a un suivi médical qui permet de voir si le chien est toujours en très bonne santé, et il poursuit son métier. Par contre, voilà, s'il commence à fatiguer, dans ce cas, soit la personne aveugle peut garder son chien et faire une nouvelle demande de chien guide. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout les personnes déficientes visuelles habitent souvent en agglomération, dans des appartements ou des maisons qui sont pas forcément adaptés au fait d'avoir plusieurs chiens. Donc parfois elles peuvent demander aussi à leur entourage. Il y a beaucoup de chiens guides à la retraite qui partent chez des sœurs, des frères, des cousins, des parents. Et si ce chien ne peut pas rester dans l'environnement, on va dire, proche de la personne déficiente visuelle, dans ce cas, l'école le propose à la famille d'accueil qui s'en est occupée ou le met à l'adoption. Voilà. Et donc on a plein de familles de retraite qui s'occupent des chiens à partir de 10 ans ou 12 ans, ça dépend de l'âge auquel le chien prend sa retraite. Le chien est chouchouté, il coule une retraite paisible avec sa famille d'accueil qui lui donne énormément d'amour. Et est-ce qu'il y a un écart important aujourd'hui entre les demandes de chiens guides et les offres, si on peut dire, disponibles ? C'est assez hétérogène. C'est vrai que dans les grandes agglomérations, comme par exemple la région parisienne, qui concentre une population importante, forcément il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles et il y a beaucoup de demandes. Donc il faut bien 1 an à 2 ans pour avoir un chien guide. Dans d'autres régions, vous n'avez pas ou presque pas de délai d'attente. On met en œuvre des mutualisations pour faire en sorte que s'il y a des chiens qui sont prêts à un endroit et qu'on n'a pas, parce que bien sûr que le chien a un caractère, une façon de se déplacer, un mode de vie, etc. La personne déficiente visuelle aussi. Donc on fait en sorte d'associer des profils dont on sait qu'ils vont fonctionner. Lorsque, par exemple, on a un chien qui arrive à terme de sa formation et que l'école en question n'a pas un dossier qui correspond bien au profil du chien, dans ce cas, elle peut proposer le chien à une autre école. Voilà, pour permettre que des demandes en attente soient servies plus rapidement. Mais c'est vrai que à l'échelle de notre mouvement, on met environ 220 chiens par an, ce qui est déjà conséquent quand on fait tout le temps, je vous ai dit tout à l'heure, 8 à 10 mois d'éducation, auquel vous ajoutez la partie amont qui est la naissance et l'éducation, la pré-éducation en famille d'accueil. Et le fait aussi que c'est pas, nous on travaille avec des chiens, on a des exigences qualitatives très importantes étant donné qu'on met la sécurité des personnes déficientes visuelles entre les mains d'un chien. Donc un éducateur n'éduque pas 50 chiens, l'éducateur éduque 2, 3, 4 chiens, grand maximum. Donc du coup, on est un peu limité aujourd'hui dans notre développement par rapport au fait que nos effectifs ne sont pas extensibles. C'est la raison pour laquelle on fait appel. Nos associations, en fait, et la fédération sont financées très majoritairement par la générosité du public, c'est-à-dire par les appels à dons que nous faisons régulièrement. Sans ces financements, nous ne pourrions pas remettre de chiens guides. Évidemment, plus on a de moyens, plus on a la possibilité de développer en fait le nombre de chiens guides. On a coutume de dire qu'il faut à peu près 25 000 € pour éduquer un chien guide. Chaque année, il y a plus de 200 personnes qui trouvent ou retrouvent leur autonomie grâce à un chien guide.
Et cette année aussi, anniversaire, on a passé le cap des 6000 chiens remis. Voilà, depuis la création de notre mouvement, on a remis 6000 chiens, ce qui est quand même un chiffre conséquent dont on peut être fier. En tant que directrice de la FFAC, quel état des lieux faites-vous de la situation des personnes aveugles aujourd'hui, que ce soit en matière de politique, d'accessibilité et de regard des autres ? Alors, c'est vrai que voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure autour du fait qu'un certain nombre de combats ont été menés ces 50 dernières années. Globalement, les questions de libre accès ont vraiment permis de faire avancer la cause des chiens guides, faciliter les déplacements des maîtres de chiens guides. Après, nous, pas tous les jours, mais très régulièrement, on a quand même des retours des personnes déficientes visuelles qui font face à un refus d'accès dans un magasin ou quand elles veulent prendre un taxi. Donc plus on communiquera, rassurera les gens, parce que parfois c'est juste par ignorance en fait. C'est pas, il n'y a pas de mauvaises intentions derrière, mais parce que les gens ne savent pas qu'un chien guide peut rentrer dans un magasin, ou parce que des gens peuvent avoir peur, par exemple, qu'un chien guide salisse leur taxi. Mais je veux dire que si vous prenez un taxi avec un jeune enfant, il peut aussi salir votre taxi. Et même quand il a plu, par exemple, si vous arrivez avec des chaussures toutes mouillées, vous allez aussi salir malheureusement le taxi. Donc il faut faire de la pédagogie là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un élément clé en fait. En tant que fédération nationale, on mène un certain nombre de missions. Évidemment que notre rôle principal, prioritaire, c'est d'accompagner, c'est de soutenir, c'est de représenter l'ensemble des associations de notre mouvement. Mais on a aussi un rôle des plaidoyers très important. Là, c'est vrai qu'il y a un nouveau gouvernement, on a pris à tâche. On aimerait bien rencontrer la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, parce qu'on aimerait bien aussi contribuer à l'évolution de toutes les politiques publiques. Il y a plein d'autres associations qui sont beaucoup mieux positionnées, installées dans les échanges avec ces pouvoirs publics, et certaines associations d'ailleurs nous représentent, donc on leur fait totalement confiance pour défendre les intérêts des personnes déficientes visuelles. Mais c'est vrai que qui mieux que nous pourra représenter la cause des maîtres de chiens guides et de leurs chiens guides. Après, au niveau du regard des autres, oui, ça on y travaille tout le temps. Enfin, je veux dire, toutes les communications qu'on fait vis-à-vis du grand public, elles ont ce but-là. C'est pour ça que je vous parlais, dans le cadre de nos 50 ans, on a activé un ensemble de leviers. Le livre en est un. On a fait un manifeste aussi pour informer sur la déficience visuelle et demander aux gens de s'investir, de s'engager à signer notre manifeste pour permettre aux personnes déficientes visuelles d'avoir plus d'autonomie, à permettre que les demandes puissent être satisfaites. On a aussi fait, alors là plus sur un ton humoristique, une caméra cachée dans un magasin pour montrer en fait, on a mis en fait des personnes voyantes en situation de déficience visuelle pour qu'elles se rendent compte à quel point c'est galère de trouver son paquet de café ou son paquet dans un supermarché. Alors voilà, il faut plusieurs leviers de communication avec des tons et des colorations différents. Il est évident qu'on ne va pas tout faire sur le mode dérisoire, parce que c'est pas drôle, c'est pas du tout, c'est pas le sens de notre caméra cachée. Mais cette caméra cachée a fait énormément de vues, plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui prouve que ce type de média, pour sensibiliser autour de la déficience visuelle, est un bon média et nous permet de toucher des personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas touchées par nos communications. On a aussi s'est associé à un cabinet, à un institut d'études, et on a fait une consultation importante auprès de nos maîtres de chiens guides sur différentes thématiques, notamment la thématique des départs en vacances, la thématique de l'emploi également, pour faire le point sur ce qui a évolué sur ces dernières années, ce qui reste encore à améliorer pour interroger directement les personnes concernées et pouvoir faire aussi des communications là-dessus, parce que par exemple le dernier en date c'était sur les départs en vacances. On n'imagine pas en fait quand on est voyant toutes les difficultés que peut rencontrer une personne non voyante, déjà pour réserver son séjour, mais aussi une fois sur place pour quitter de tout ce
le commun des mortels, eux, voilà, tout ce dont le commun des mortels, lui, profite sans même se poser la question de savoir si c'est compliqué ou pas pour lui, non. Donc le regard des autres, oui, c'est important. On est vraiment voilà, dans un esprit d'inclusion et de faire en sorte que ce vivre ensemble se fasse, se développe, quoi. Hein. Vraiment, là, pour moi, c'est un levier important. Il y a plein de belles paroles. On est globalement dans une société inclusive avec des politiques qui mettent en œuvre des belles ambitions. Mais faut pas que des paroles, faut des actes. La caméra cachée, elle est accessible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver en allant sur YouTube, Les Chiens Guides d'Aveugles. Elle est également accessible sur notre site. Je pense que, voilà, comme elle a beaucoup marché, il y aura peut-être d'autres caméras cachées qui vont être faites par la suite pour surfer un peu sur cette dynamique-là. Elle est également accessible, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je suis ravie de pouvoir avoir l'occasion de communiquer sur notre livre Le Chien Guide, la prunelle de mes yeux. J'espère voilà, que l'article donnera envie à beaucoup de personnes de l'acheter, puisque notamment pour chaque livre vendu, il y a 1 euro qui sera reversé à la Fédération. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.